pas snob. Je vous jure, c'est pas snob. Elle a fait un petit cœur morne, maussade, sombre, lugubre. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adam Laforêt et aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres. Mais bien sûr, parce que si vous avez suivi toute ma trajectoire, lors de mon bilan de janvier, je me suis rendu compte que cette année j'avais lu 5 livres. Enfin l'année précédente en 2022. Et ça m'a ça m'a détruit en fait. Et donc je m'étais dit cette année, je vais lire plus. Et donc dans mon optique de lire plus, je vais vous présenter ce que j'ai lu depuis la dernière fois qu'on s'est parlé livres. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de temps. J'ai pas lu tant que ça, mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Et j'ai déjà battu mon record de l'année dernière puisque j'ai lu pour l'instant 7 livres. Et aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter et on va commencer par le premier que j'ai lu, donc depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qui était The Lonely City de Olivia Laing, qui est sorti en 2016 et qui n'est pas de la fiction, ce n'est pas un roman, c'est une sorte d'essai autour de la solitude, principalement autour de la solitude dans la ville et à New York, puisqu'elle est elle est à New York et elle parle de son expérience personnelle à New York, mais ce n'est pas vraiment à propos de son expérience personnelle, c'est plutôt l'inverse. Elle parle principalement d'artistes qui ont un rapport ou qui a quelque chose dans leur vie qui a un lien avec la solitude et elle fait un parallèle avec sa propre vie et tout ça, tout ça. Alors, j'ai trouvé ça très très intéressant justement sur les artistes et ce qu'on apprend des artistes, puisqu'il y avait des gens dont elle parle dans ce livre, soit que je connaissais pas, soit que je connaissais mais pas du tout cet angle-là, et l'exemple principal c'est Andy Warhol. J'avais un petit peu des a priori sur Andy Warhol parce que je suis pas un grand fan de pop art et j'étais pas fan du personnage, mais grâce à ce livre j'en ai appris beaucoup sur une intimité et une fragilité dont je n'étais pas au courant, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'autre artiste, qui n'est pas vraiment un artiste mais bon, qui est un peu plus controversé on va dire, sur lequel j'ai beaucoup aimé apprendre des choses, c'est Josh Harris, qui est un des pionniers d'internet, un des gars qui a contribué à créer internet et à faire internet comme on le connaît aujourd'hui dans les années 90, et qui faisait aussi des espèces de performances, des choses comme ça qui ont prédit un petit peu tout ce qui allait se passer après avec internet au niveau de la vie privée et ce qui se passe maintenant. Il y a plusieurs performances comme ça, une qui est vraiment très on voit direct le parallèle, qui s'appelle We Live in Public, qu'il a fait avec sa petite amie fin 90 début 2000, je ne sais plus exactement, où il a mis des caméras dans leur appartement et c'était en live et les gens commentaient et de la vie, et il y avait des caméras dans la salle de bain, il y avait des caméras partout et c'était commenté la vie de Josh Harris et de sa petite amie, et en plus après sa petite amie a rompu avec lui pendant que c'était en live, et donc il y avait des discussions autour de ça, et après il était juste tout seul dans son appart filmé, ce qui est très triste et très pathétique un petit peu. Et voilà, c'était très intéressant. Il y a une autre performance qui est encore plus impressionnante de ce monsieur, mais je vous laisse chercher son nom. Et il y a un documentaire qui s'appelle We Live in Public. Quand on cherche We Live in Public, on tombe plus sur le documentaire que sur le fait que c'est le nom de la performance. Mais voilà, si ça vous intéresse. Il y a également beaucoup d'autres articles qui sont mentionnés. J'ai beaucoup aimé aussi sur le peintre Henri Darger, sur Edward Hopper, Klaus Nomi aussi. Il y a vraiment, elle parle de beaucoup d'artistes. Et ça c'est super, c'est très intéressant pour découvrir. Mais mon reproche sur ce livre, c'est que pour le coup, j'étais pas fan de la narration personnelle de l'autrice. Pas que c'était mal écrit ou pas intéressant, mais je sais pas, ça m'a pas tant parlé que ça. Et je pensais que ce livre me toucherait plus. J'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses, mais je pensais que ça me toucherait plus au niveau du propos sur la solitude. Et j'ai trouvé la fin un petit peu, la conclusion un petit peu niaise, un petit peu fleur bleue. Mais alors ça c'est peut-être moi, parce que moi je suis très très difficile, je vois du fleur bleue partout et je ne supporte pas ça. Mais ce n'est sans doute que mon opinion, parce que ce livre je l'ai pris d'occasion et donc il y a quelqu'un qui a fait des notes avant moi dedans avec un surligneur rose, et à la dernière page, cette personne a fait vous n'allez pas voir, mais elle a fait un petit je ne montre pas la bonne page, elle va pas aller. Elle a fait un petit cœur à la fin pour la conclusion. Donc je suppose que ça a plu à cette personne, donc c'est peut-être uniquement moi. D'ailleurs, je recommande beaucoup l'expérience d'acheter un livre d'occasion où il y a déjà des notes dedans, parce que c'est très drôle de comparer. On n'a pas un seul truc avec cette personne qu'on a souligné en commun. Tout ce que j'ai souligné, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, elle ne l'a pas souligné, et tout ce que cette personne a souligné, et ben moi, je trouvais pas ça intéressant, ou moins intéressant. Donc c'est vraiment très très drôle. Ça, je recommande vraiment l'expérience, et je recommande aussi le livre. Olivia Laing a fait beaucoup d'autres essais qui ont l'air intéressants sur d'autres sujets. Mais je me demande si la narration est toujours pareille en fait, avec elle.
qui se passe un petit peu au milieu de toutes ces autres choses, je ne sais pas, mais peut-être que je pense que j'essaierai d'en lire un autre. On reste dans la solitude, mais cette fois on part faire un classique, puisque j'ai aussi lu The Bell Jar de Sylvia Plath, donc La cloche de détresse en français, ça pour le coup, c'est sûr que c'est traduit. C'est un livre de 64, je crois. Sylvia Plath, poétesse, autrice très connue, et c'est un livre qui parle, c'est un livre autobiographique quand même pas mal, enfin qui parle quand même beaucoup d'elle-même. Et la protagoniste, qui s'appelle Esther Greenwood, est dans un programme d'été dans un magazine de mode et tout, genre c'est super, c'est la belle vie, voilà. Mais c'est un livre, bien sûr, je sais pas, peut-être que vous le savez, dont le thème principal c'est quand même le suicide. C'est un livre où le suicide est partout. Voilà, Sylvia Plath s'est suicidée. Donc c'est toujours différent de lire quelque chose qui parle de quelque chose quand c'est arrivé à l'auteur. Voilà. C'est très très bien écrit, bien sûr, elle n'est pas poétesse pour rien, Sylvia Plath. J'ai beaucoup aimé certains petits thèmes et petits trucs dans ce livre. Principalement, il y a un motif du double, avec une fille qui représente un petit peu un double d'elle-même. Sachant que Sylvia Plath a fait, alors je sais plus si c'était son truc de fin d'université, ou en tout cas elle a fait une sorte de thèse ou un essai pour l'université sur le double dans Dostoïevski, donc c'est un thème qui, je suppose, l'intéresse, et moi c'est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup. À part ça, il y a aussi, j'étais surpris parce qu'il y a beaucoup de passages horrifiques en fait. Je savais que la protagoniste était dépressive et qu'elle voulait se suicider, mais je pensais pas que vers la fin, sa psychose allait dans de tels retranchements, ou ce qu'elle décrit au niveau du corps et de comment elle voit ce qui se passe. Genre elle croit qu'elle ne dort plus. Il y a vraiment des choses très très dérangeantes et presque horrifiques. Donc ça aussi j'ai été agréablement surpris. Et c'est un livre qui laisse une impression finale assez étrange en fait. Parce que, et c'est pas un spoil puisque c'est dit dès le début, la narration elle est faite depuis le futur. En fait c'est Esther qui nous raconte son histoire. Et donc on sait par exemple, c'est pas beaucoup mentionné, mais on s'est raconté depuis le futur. Et notamment elle nous parle d'un enfant qu'elle a. Donc ce qui veut dire, et donc la fin ne surprend pas, elle ne se suicide pas. Elle a essayé plusieurs fois, mais elle ne se suicide pas. Et à la fin, ça se finit un peu sur une note d'espoir, mais une note d'espoir un petit peu bizarre, surtout en sachant que Sylvia Plath, elle, s'est suicidée. Et je trouve que du coup, ça met dans... Ouais, ça contribue à une atmosphère un petit peu étrange du livre que j'ai beaucoup aimé. Mais je voudrais quand même préciser, parce que bon, je pense que c'est beaucoup précisé, mais c'est vrai que c'est à préciser. Il y a quand même pas mal de passages un peu racistes dans ce livre, et surtout un passage qui n'est pas un peu raciste, mais qui est très raciste, et qui est franchement difficile à lire, qui est franchement difficile à lire. Je sais que Sylvia Plath est assez controversée à ce niveau-là, et pour ce qu'elle a pu dire aussi dans ses journaux que je n'ai pas lu, tout ça. Donc voilà, c'est mieux de le savoir, mais, et c'est pas pour dire que ça amenuise le passage et les propos racistes qu'il y a dans le livre, mais comme la protagoniste est peu sympathique et qu'elle est assez détestable et qu'elle est méchante avec tout le monde pendant tout le livre, et qu'elle fait des remarques et des insultes sur le physique des gens dans sa tête et par la parole pendant tout le livre, c'est pas que le passage passe mieux, mais c'est pas comme si on avait un personnage qui on était censé penser qu'elle était très gentille et attachante, et que d'un coup on était censé continuer à penser qu'elle était attachante malgré le fait qu'elle était raciste. Comme de base elle est assez détestable, c'est pas comme si ça faisait un espèce de décalage bizarre où on se dit genre ah oui, l'auteur pensait qu'on allait la trouver super sympa, et que mais même si elle était raciste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quand même à dire parce que c'est sûr que s'il y avait que des petites remarques comme il y a au début et tout, mais la scène à la fin c'est vraiment c'est pas juste un petit peu. Bref, ça reste un classique et qui a ouvert la voie à d'autres voies de la fiction, et surtout de la fiction contemporaine maintenant est beaucoup influencée par Sylvia Plath, et dans les personnages féminins par le personnage de The Badger, avec justement ce genre de personnage féminin qui est assez, pas controversé, mais qui est très égocentrique et qui n'est pas forcément complètement aimable, ce qui nous amène au prochain livre que j'ai lu, et ça fait un parfait lien puisque la prochaine autrice dont je vais parler est beaucoup influencée par ce livre, et ses héroïnes sont très influencées par l'héroïne de The Bell Jar. Il s'agit de Ottessa Moshfegh, et j'ai lu Das Innerhand. J'avais déjà lu l'année dernière mon année de repos et de détente, qui est un livre hyper connu d'Ottessa Moshfegh,
Et je voulais en lire un autre, en anglais cette fois, parce que je l'avais lu en traduit, et donc j'ai lu Death in Her Hands, qui est un roman policier, voilà, qui raconte l'histoire d'une dame assez âgée, qui a 70 ans, qui vit seule près d'un lac, dans une petite maison, après que son mari soit décédé. Et un matin, alors qu'elle se promène en forêt avec son chien, elle va tomber sur un mystérieux petit bout de papier, une petite note qui dit, je vais vous le lire, je vais même vous le traduire en live: son nom était Magda, personne ne saura jamais qui l'a tué, ce n'était pas moi, voici son corps. Sauf que voilà, à côté, il n'y a pas de corps, il y a seulement le petit papier et la note, et pas de corps. La protagoniste va vite devenir complètement obsédée par cette note et se faire des films dans sa tête. C'est pas un spoil de dire qu'elle se fait beaucoup de films. Et j'ai beaucoup aimé la première partie. Là où le livre emmène, on sait où il nous emmène, mais d'une façon très plaisante. Voilà. On comprend très vite que la narratrice, on peut pas vraiment lui faire confiance, qu'elle est troublée, même si au début on ne le montre pas beaucoup, on nous le montre par bribes. Et c'est assez plaisant de se dire: ah ouais, je vois où ça va aller. Ah ouais, je vois que là ça commence vraiment à dégénérer. C'est assez plaisant. Mais donc, je trouve que ça perd de sa puissance et de son intérêt dans la dernière partie. Et j'ai pas trop aimé la fin et de la dernière partie en fait, parce que justement, comme on a compris assez vite ce qui allait se passer et de quoi il en retournait, j'ai l'impression que ça perd un peu en puissance et on n'a plus de surprise. Et c'est pas que je voulais un twist, hein, c'est pas ça, mais de surprise au niveau de la narration ou de l'expression, de la façon dont c'est raconté, d'éléments, de motifs, ou un univers qui se désintègre complètement. C'est assez flou comme ça parce que je veux pas non plus vous spoiler vraiment, mais donc je trouvais que la fin était assez retombée un petit peu. N'empêche que j'ai vraiment beaucoup aimé la première partie, donc c'est d'autant plus dommage que je n'ai pas aimé la direction après que ça prenait. C'était intéressant d'avoir un protagoniste qui était une femme âgée. J'ai lu peu de livres où la protagoniste est une femme âgée et des livres de ce genre-là, où elle est vraiment active, on va dire. C'est pas Miss Marple, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je le recommande si vous aimez le roman policier parce que ça parle beaucoup justement des éléments narratifs, et pas que ça critique, mais ça reprend et ça détourne des éléments narratifs des romans policiers classiques. Je crois que c'est traduit, je ne suis pas sûr, si vous voulez le lire en traduit. Mais donc voilà, je suis assez mitigé, mais je suis content. Et peut-être que je lirai un autre de Tessa Mosveg pour me faire encore une idée plus solide d'elle, puisque j'avais aimé Mon année de repos, mais c'est très différent de ça. Pour finir, alors là, on part très loin, et je pense que ça ne va pas intéresser beaucoup d'entre vous, mais je voulais quand même vous le partager. Il y a quelque temps, je me mettais en quête de trouver des livres d'horreur à lire, parce que si vous voyez ma chaîne, je suis fan de films d'horreur, mais je n'arrive pas à trouver en littérature des choses qui me plaisent vraiment. C'est-à-dire que je trouve des livres qui sont divertissants. Bon, c'est pas snob, je vous jure c'est pas snob. Mais des choses qui sont, oui, c'est une histoire quoi, il y a un tueur, il y a un monstre, et c'est des choses que j'aime bien au cinéma, mais en livre, j'avais envie d'essayer de trouver un livre d'horreur qui me ferait vraiment sentir une expérience, avec vraiment un moment de lecture fort, et je suis tombé sur des chaînes YouTube assez cool, surtout une qui s'appelle Plagued by Visions, et le youtubeur qui a cette chaîne qui s'appelle Juan, donc c'est une chaîne YouTube en anglais, hein, je précise, et donc Juan parle très très bien des livres et il donne très envie de les lire, mais il parle surtout d'un genre de littérature horreur, et c'est surtout l'horreur extrême, la extreme horror, l'horreur extrême qui peut être assez liée au cinéma. L'équivalent au cinéma ce serait gore, mais c'est pas, c'est pas que gore, c'est surtout dérangeant. C'est des livres qui parlent de sujets très dérangeants et d'une manière crue et extrême, c'est dans le nom. Et dans ces auteurs qui font de l'horreur extrême, il y avait des choses qui me paraissaient intéressantes et qui me paraissaient être vraiment différentes de juste une histoire avec un point A, un point B, avec des narrations décousues et des vrais styles d'écriture. Donc j'avais envie de me lancer. Mon choix s'est porté sur Amygdalatropolis de B.R. Yeager. Je vous montre la couverture qui est très jolie, hein. Voilà. Bref, Amygdalatropolis qui raconte l'histoire. Mais attention, c'est pas raconté, c'est pas une narration classique, mais c'est un jeune homme vieux adolescent qui, enfin pas vieux dans le sens il est vieux, mais il a une mentalité d'adolescent, juste il est à la fin de l'adolescence, je pense, qui vit enfermé dans sa chambre, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de sa chambre, il est à l'étage de la maison de ses parents et il passe son temps sur des forums peu recommandables sur internet où les gens parlent principalement, où les gens s'échangent principalement des vidéos de vrais meurtres, parlent de choses vraiment dérangeantes
et parle tout le temps de mort dans des termes très crus, et parle des femmes et de choses comme ça. Vous voyez le genre de forum auquel ça fait référence dans la vraie vie. La narration est donc très cool puisque c'est divisé entre les messages sur, vous voyez rien, les messages sur le forum et une autre narration qui est ce qui se passe, donc pour ce qui se passe dans la vie du gars, et une troisième narration qui est en italique et qui, elle, est un peu transcendantale. C'est-à-dire que c'est comme si on avait la narration à l'intérieur de l'ordinateur, du computer, j'allais dire, à l'intérieur de l'ordinateur, la narration extérieure de l'ordinateur avec ce qui se passe, et une narration qui serait en haut, vous voyez pas, qui serait en haut et qui, je sais pas, qui serait un petit peu la voix poétique au milieu de la façon crue de s'exprimer qui est dans les messages sur le forum. Oui, c'est ça, c'est un peu la voix poétique, même si elle parle aussi d'atrocité, mais avec, j'ai dit d'atrocité comme ça, mais avec un ton, oui, très poétique, une façon d'en parler très mystique en fait, c'est ça, ouais, c'est une voix, une troisième narration très mystique. J'ai beaucoup aimé ce mélange de narration. J'ai été servi pour ce qui est de trucs dérangeants et gore, la description des corps par exemple, ou des choses comme ça, qu'elles soient faites sur le forum, donc de manière parlée, enfin de manière parlée forum, ou par les autres types de narration, c'est extrêmement bien fait et à chaque fois c'est vraiment dérangeant et c'est exactement ce que je recherchais d'un livre d'horreur extrême, c'est-à-dire que ça me fasse vraiment quelque chose. C'est-à-dire que quand je l'ai fini, et c'est assez court, j'ai lu en un coup, je pense que j'aurais pas pu faire une pause. Je voulais finir. Quand je l'ai fini, je l'ai posé, j'avais besoin d'un moment. Je me suis arrêté, je me suis assis, j'ai regardé comme ça. Et j'aurais pas pu faire une activité normale. Là, si je m'étais dit, genre, je sors avec des amis ou je parle avec ma. Enfin, j'aurais pu faire un petit peu après, mais dans le moment, si j'avais dû partir quelque part ou faire quelque chose, j'aurais été un peu tétanisé. Pas que ça m'a fait peur ou que ça m'a dégoûté, parce que je suis pas facilement dégoûtable, mais sans doute que ça pourrait dégoûter certaines personnes. Mais ça fait vraiment un effet de te montrer quelque chose qui est horrible, mais en même temps qui, tu sais, a quand même une part de réalité avec les forums et avec internet, tout ça, et te montrer des choses horribles et t'en parler d'une manière qui est en même temps presque philosophique, et ça te met dans un état, je pense, de désespoir, que des livres qui parlent de choses tristes comme de suicide ou machin, pour parler d'autres livres dont j'ai parlé, ne peuvent pas te mettre dans cet état. Je pense que c'est ça qui m'attirait et qui fait l'intérêt pour moi de l'horreur extrême, c'est que ça arrive à t'amener ailleurs, à t'amener dans un espèce de truc. Ouais, en fait, le mot anglais, et là je vais être chiant en disant ça, mais le mot anglais qui serait parfait, ce serait bleak. Mais je trouve que c'est un mot qui est difficile à traduire. J'ai regardé avant comment ça se traduisait. Tu peux dire. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu morne, maussade, sombre, lugubre, mais c'est pas vraiment ça. Bleak, je dirais que c'est un mélange. Ouais, c'est quelque chose qui est froid, en tout cas, c'est sûr. C'est quelque chose qui est horrible, mais de façon froide. Et pour comparer, parce que j'adore comparer avec American Psycho, par exemple, American Psycho, il y a des passages qui sont écrits où il y a vraiment des trucs horribles. Je sais pas si vous avez lu, mais voilà, voilà. Vraiment des trucs dégueux. Mais comme le livre est comique, quand même, dans sa majorité, c'est un livre, oui, c'est un livre comique avec une narration assez drôle, même franchement drôle en fait, et donc ça ne fait pas cet effet de désespoir vraiment, ça fait quelque chose d'autre. C'est une lecture que j'ai trouvée agréable, American Psycho, et même si à la fin, par exemple, il y a des espèces de moments où c'est un petit peu plus philo, qui sont un petit peu plus tristes, et ben je trouve, c'est pour ça pour moi que ça rentre pas dans la même catégorie que ce genre de livre que je voulais lire pour vraiment avoir une expérience avec un livre. Et pas juste le lire comme ça ou trouver ça beau, mais vraiment avoir une expérience forte avec un livre, et ça me l'a donné. Donc vraiment j'ai adoré cette lecture. Voilà, je pense vous l'avez compris. Est-ce que je le recommande? C'est difficile, je pense, pour pas mal de gens. Je sais pas, ça dépend de votre tolérance. Et ça dépend si vous y voyez de l'intérêt, bien sûr, aussi. Mais si vous avez envie d'essayer, en tout cas, si ça vous intéresse ce genre en général, je recommande vraiment ce livre dedans, parce que c'est très bien écrit. Et par contre, je le dirais, comme, comme sur la chaîne Plague by Visions, il l'avait dit, et ça m'avait beaucoup fait rire. Et c'est vrai, au début du livre, il y a une espèce d'essai de 10 pages sur le livre de je sais pas qui l'a écrit, avec vraiment des notes de bas de page énormes qui citent genre bataille, Georges Bataille, des trucs comme ça. Et c'est très très drôle d'avoir un essai, pas qu'on puisse pas faire un essai sur quelque chose qui ne fait pas partie du canon littéraire et sur genre un auteur nouveau ou des choses comme ça, mais c'est vraiment très drôle de faire un essai hyper
sais pas, hyper intellectuel juste avant. Je l'ai pas lu, mais peut-être que je le lirai pour rigoler. Peut-être que c'est intéressant, mais je trouve ça un peu. Voilà, c'est un peu. Je trouve ça un petit peu pompeux. Mais bon, ça n'assombrit pas le tableau. Et voilà pour ce que j'ai lu. Maintenant, je vais vous présenter ce que je vais lire cet été quand même. Comme ça, en plus, ça me fait après une vidéo à regarder et à avoir honte si jamais je ne l'ai pas fait. En premier, je vais lire The Virgin Suicide de Jeffrey Eugenides. Et oui, j'ai regardé sur internet, ça se prononce comme ça, je vous jure, Eugenides. J'ai regardé juste avant parce que je savais pas comment le dire. De toute façon, je me suis fait avoir par internet. Mais voilà, The Virgin Suicide, je n'ai jamais vu le film et j'avais envie de lire le livre. En plus, je pense que comme j'ai pas vu le film, je serais content de lire le livre. Je sais pas si vous voyez. Sans doute que vous connaissez. Je sais pas exactement quelle est la narration, mais je sais que c'est la narration d'hommes qui ont connu 5 sœurs, les Lisbon Sisters, et ce sont 5 adolescentes qui se sont toutes suicidées. Voilà. Ça me paraissait assez estival comme livre. Comme ça, c'est un peu bizarre, mais je crois que ça se passe un petit peu en été. Enfin, je sais pas, si je vois les images du film dans ma tête, j'ai pas vu le film, mais je vois des images, ça me paraît assez estival, genre les 5 filles blondes et tout, je sais pas. Bref, ça me paraissait une bonne lecture d'été. Je reviendrai vers vous, bien sûr. Deuxième livre auquel je vais m'attaquer, il s'agit de The Passion According to G.H. de Clarice Lispector, qui est une autrice brésilienne. C'est un livre qui est sorti en 63 ou en 64, je pense 64, donc ça date. Et Clarice Lispector est assez à la mode en ce moment, enfin en tout cas redécouverte, j'en vois beaucoup parler, j'en entends beaucoup parler sur des chaînes YouTube, Booktube, etc. Et donc j'avais envie d'essayer moi aussi. Et donc je le lis en anglais, donc traduit, mais traduit en anglais, voilà. Et cette histoire en particulier me tentait beaucoup, puisque ça raconte l'histoire d'une dame qui entre dans la chambre de sa servante, elle voit un cafard, elle écrase le cafard. Et c'est tout ce qui se passe au niveau de l'action dans ce petit, mais quand même pas une nouvelle livre. Et ça m'a beaucoup intrigué, et le reste, je pense que c'est assez méditatif. Je crois que c'est une autrice qui est assez philosophique, et ça me tentait beaucoup à lire, ça avait l'air très intéressant, et le truc de base m'a tout de suite attiré. Voilà, je reviendrai vers vous, encore une fois, pour vous dire si c'est bien, je pense que vous mourrez d'impatience de connaître mon avis sur Clarice Lispector. En dernier, bien sûr, une lecture de l'été parfaite, il s'agit de The Shards de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, dont je parle tout le temps et qui était une de mes lectures préférées. Voilà, The Shards qui est sorti, qui est son dernier livre, qui est sorti je crois en janvier, qui est assez autobiographique et qui raconte l'histoire d'un garçon qui a 17 ans et qui s'appelle Brett. Tu fais le rapprochement. Qui s'appelle Brett et il y a un nouvel élève qui arrive dans l'école privée, je sais pas quoi où ils sont, qui est très attirant, qui s'appelle Robert, qui est très attirant. Et en même temps, il y a un serial killer dans Los Angeles qui sévit. Voilà, ça m'a l'air parfait, un petit peu glamour, un petit peu machin. Je trouve que c'est parfait pour l'été parce que c'est pas comme si Bret Easton Ellis avait une écriture particulièrement philosophique ou méditative. C'est pas pour ça qu'il écrit mal, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus simple. Et je pense qu'un truc avec un serial killer et un peu le LA quand même, Los Angeles, tout ça, ça m'évoque tout de suite l'été, un gros livre avec des serial killers et des ados. Ça m'évoque tout de suite l'été, je pense que c'est parfait. Voilà, j'ai hâte de le lire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu depuis février, janvier, je ne me rappelle plus. Et ce que je vais lire à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de lire certains livres dont je parle. Si vous en avez lu, en traduit ou en anglais, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi c'est quoi vos lectures à venir, qu'est-ce que vous allez lire cet été, qu'est-ce qui pour vous est un truc vraiment d'été à lire. Voilà, dites-moi ça. Et puis je vous revois la prochaine fois. À la prochaine, bye.